Hein? Toi, tu dois avoir une cigarette, non? Whoa! T'as pas une cigarette? Huh? Une cigarette. Cigarette? No, I don't got a cigarette. You don't mean... Ah, quoi? T'es au courant, ils nous ont encore annoncé une méga tempête pour ce soir. Non. Et toi, là, tu pêches? Y a encore des poissons là-dedans? Faut bien que je trouve un truc à manger. Bah, tu vois, moi, faut que je trouve un moment pour dormir. Bonjour et bienvenue dans ce podcast dédié aux réalisatrices et réalisateurs de courts-métrages. Mon premier invité s'appelle Robin Zimmer. Il a 28 ans et déjà 4 courts-métrages derrière lui. Son deuxième film, Fortune, dont il va être question ici, lui a valu une diffusion sur la plateforme Bref Cinéma, sur laquelle je vous invite à le découvrir. Nous allons revenir sur son parcours et lui poser cette question simple: comment faire un film court aujourd'hui? Donc pour commencer, Robin, je voudrais que tu te présentes un petit peu, que tu me racontes ton parcours pour savoir d'où tu viens, ce qui t'a amené à vouloir faire des films. Voilà, commençons déjà sur cette base-là. Écoute, moi je viens de banlieue parisienne. Ok. Je suis né dans la banlieue parisienne, dans une petite ville. Et j'ai surtout, en fait, tu vois, été animé par les activités extérieures. C'est-à-dire qu'on faisait beaucoup de skate, de vélo, des cabanes et tout. Donc j'ai beaucoup vécu en extérieur, tu vois. C'est-à-dire que dès que j'ai eu l'âge où mes parents m'ont dit tu peux sortir, je sortais toute la journée, tu vois. Ok. Et ça, je le précise parce que au final, dans tous mes films, ça se passe toujours en extérieur et j'ai un besoin, tu vois, de respirer à l'extérieur. Mais après, voilà, du coup, j'ai fait mon bac ES à l'époque. Ok. Et ensuite, au lycée, j'ai fait option cinéma, déjà. D'accord, déjà. Ok. Déjà à l'époque, tu avais ça en tête. Ouais. En fait, c'est marrant parce qu'en seconde, bon après, je vais être bref parce qu'il y a plein de choses à dire, mais en seconde, je voulais... Attends, en troisième, j'hésitais entre chef cuistot Ok. et faire du cinéma. C'est pas si loin en plus. Ouais, au final, ouais, je pense Ouais, que c'est pas si loin. Non, mais premier degré. c'est diriger une équipe, Ouais. d'être toujours quand même sur le feu. Ouais, et puis trouver les bons ingrédients à chaque fois pour faire ton film, Voilà. trouver l'équilibre juste, etc. Exact. Entre les saveurs et les équipes. Ouais, tout à fait, je vois le truc. Donc, tu vois. Ouais, je vois complètement. Finalement, c'est assez logique. Et donc, j'ai eu option cinéma, mais en plus, je l'ai même pas eu tout de suite. Je Ok. l'ai pas eu en seconde, j'ai eu en première et terminale. Et c'est vrai que, tu vois, donc j'ai commencé un peu c'était une initiation au cinéma, hein, donc c'était gentil, mais ma prof, Fanny Doumerc, si elle nous écoute, très gentil. Et il y en avait un autre qui s'appelait, je sais plus, Monsieur Navarro, Mhm. qui était plus, tu vois, Plus vieux. plus old school. Plus Enfin, old moi, school. c'était, lui, il nous disait, je sais plus, des films au-dessus des années 68, moi, je regarde pas. Ah oui, carrément. Voilà. Là, ouais, d'accord. Et il aimait bien un peu C'était tenir radical. cette position de, Ouais. tu sais, du prof qui est très conservateur, tu vois. Et donc, à l'issue de ces cours, j'ai quand même découvert pas mal d'auteurs assez intéressants. Je crois, à l'époque, j'ai dû découvrir Chris Marker, Mhm. tu vois, je crois que Sans Soleil. Mhm. C'est une des premières fois que j'ai vu des images de ce film. Ça m'a beaucoup marqué. Mais vraiment, tu vois, le film je l'avais vu dans une salle à Viry-Châtillon. Une salle qui n'était pas géniale, mais en tout cas, qui était quand même cinéma. Et on a vu Faces. Ok. Et là, j'avoue, je me suis dit, waouh, en fait, le cinéma, ça peut être autre chose que, tu vois, la linéarité, en tout cas, côté classicisme de 3 actes ou je ne sais quoi. Et là, je me suis dit, waouh, ok, il y a un cinéma à part qui existe, il est fort, tu vois. Et Cassavetes, il a eu une impression sur moi assez rapidement et depuis, il m'a jamais quitté, tu vois. C'est vrai que ça se ressent, justement. Ouais, tu trouves? Ouais. On en reparlera après, bien sûr, mais ouais, ça se ressent, ouais, tout à fait. Ouais, ok. Mais j'ai envie en plus, elle est encore plus vers là, je pense. D'accord, ok. Mais du coup, ouais, et donc à l'issue de ces études, voilà, en fait, le choix. J'ai eu la chance quand même, je sais pas s'il y a de la chance, mais de savoir ce que j'allais faire en fait. En tout cas, j'ai tenu le chemin, tu vois, et je le tiens encore aujourd'hui. Ce serait con de le lâcher, Ouais, même si c'est dur. ouais, c'est très dur. Mais voilà, et du coup, j'ai fait la fac de cinéma à Paris 7. Donc j'ai fait comment on appelle ça, putain, une licence Mhm. voilà, à Paris 7, et ensuite j'ai fait un master à Paris 1. Et le master m'a laissé du temps pour faire un stage. J'étais même obligé pour valider. Ok. Et du coup, j'ai fait un stage au Quai du Cinéma. Ok, du cinéma. 2 fois carrément. 3 mois, ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais. Super. Et- Qu'est-ce que tu faisais du coup Et là-bas? j'étais, en gros, je faisais gérer un peu toute la logistique de leur programmation tu sais, comment on appelle ça, putain merde, projet pas d'équipe, mais projet presse, tu vois. Ouais, ok. Puis tout le calendrier des sorties des films, des DVD. Et puis aussi, le truc le plus intéressant, c'était j'avais en fait accès à toute la revue. Donc c'est-à-dire que je relisais derrière la relectrice. Mhm, C'était super. d'accord. Donc je disais tout. Et je faisais les doubles pages. Je sais pas si tu vois. Donc il y avait les nécrologies. Mhm. Des gens qui étaient un peu moins
tu vois, pas intéressant, mais en tout cas, qui méritait une notule, mais pas non plus une pleine plage, et les news internationales. D'accord. Voilà. Donc c'était intéressant. Esprit synthétique, tu vois, de synthèse. Et ça t'a pas donné envie de te lancer dans une Pas carrière du de tout. critique? Ok, ouais. Pas du tout. Donc, en licence 3, donc à la fin de la licence, on devait faire un film, tu vois. Mais voilà, le film, j'en parlerai même pas. Ah ouais? C'est affreux. Mais même s'il y a des similitudes avec tous les autres films, Ouais. il s'appelait Sortie. Voilà. Vous ne découvrirez pas le lien il n'y existe plus. J'avais fait avec un compère, René Patard, D'accord. qui lui continue aussi à faire du cinéma, qui lui est à Paris 8. D'accord. Et ensuite à Paris 1, c'était vraiment ultra théorique. Mhm. Donc jusqu'à écrire en fait en fin de master un mémoire. Mhm. Voilà. Quand on est étudiant, c'est quand même assez difficile d'assumer le fait Ouais, qu'on a bien envie sûr. d'être réalisateur ou réalisatrice. Ben non, mais je pense que moi j'ai beaucoup fonctionné quand j'étais jeune avec des idoles, tu vois. Mhm. Harmony Korine en faisait partie. Larry Clark, je l'ai cité, tu vois aussi. Mm. J'ai adoré Nicolas Winding Refn aussi. Ok. C'est deux périodes. Période Ouais. plus rude, tu vois. aux Donc le Pays-Bas, début ouais. avec la trilogie des Voilà. Toucheurs, etc. Ok. Et ensuite The Neon Demon, le côté très assumé, Mhm. hyper froid en même temps, hyper Ouais, ascétisant ouais. sur du tableau et tout. Ouais. Malik, beaucoup. Cassavetes, du coup. Lars von Trier. Voilà. Et en fait, j'avais ces gens-là en tête et je me suis dit, putain, mais eux, s'ils ont réussi, pourquoi moi, j'y arriverai pas? Toujours pas réussi. Mm. Mais tu sais, je me suis dit, il faut y aller, quoi, tu vois. Mm. Donc, plus facile à dire qu'à faire. Mais donc, je pense que déjà, le fait d'avoir fait des études de cinéma pendant 5 ans, d'être dans mon coin, de fantasmer, de rêver le cinéma, ça m'a à la fois rassuré et paniqué. Mais je pense que ça m'a plus rassuré que paniqué. Mm. C'est-à-dire que je me disais, en tout cas, j'aime le cinéma et j'ai envie d'en faire, tu vois. Mm. Mais j'avais pas eu d'élan direct, tu vois. Et si tu veux, moi, j'arrive à dire, et là, je te dis, et en gros, moi, j'ai fini mes études, il y a eu le Covid. Mm. Donc ça m'a... Je me suis dit, en plus, moi, je connais personne au cinéma. J'avais jamais été sur les plateaux de cinéma. Vraiment, je connaissais rien, en fait. J'étais encore une fois dans mon fantasme. Mm. Et au final, j'avais déjà écrit, en fait, juste avant le Covid, j'avais écrit un scénario très vite du premier film que j'ai réalisé qui s'appelle Alcool. D'accord. Voilà, qui est un film de fiction. Ok. En fait, je pense que j'ai jamais fait les choses dans le bon ordre. Tu vois, pour dire aux gens, en tout cas, ceux qui nous regardent, j'ai jamais fait les choses dans l'ordre. J'ai ni eu vraiment d'élan avec quelqu'un qui a pu m'aider ou une équipe qui a pu me soutenir, tu vois. Au début, en tout cas, je l'ai fait de manière assez brutale, quoi. J'ai un peu foncé dans le tas. Je me bon, bah, je trouve personne, je connais personne, c'est pas grave, on va le faire, tu vois. Ce qui est un travail monstrueux, tu vois. Avec du recul, je me dis, waouh, putain, ce qu'on a fait, quoi. Tu vois, c'est vraiment, c'est l'image de pousser des montagnes, tu vois. Mm. Mais le film, on l'a fait, je l'ai monté, après j'ai distribué tout seul et tout. Il est pas allé en festival. Ok. Voilà. Et ensuite, je me suis dit, putain, mais ce film-là, il est pas allé en festival, alors qu'il est bien, je pense qu'il a des qualités. Ok, il avait des problèmes de son, des problèmes de raccord, il y a des problèmes, mais il y avait une vraie énergie, tu vois. Je me dis, putain, bon, personne n'a capté cette énergie. Tu vois, j'ai fait une projection privée à l'Archipel, grâce à une amie que je connais qui est exploitante là-bas, tu vois. Et donc je me suis dit, mais en fait, vas-y, moi j'ai envie de faire des films et j'ai envie de les montrer. Donc, en réaction à l'échec d'Alcool, j'ai fait Fortune. Et et justement, quand il arrive ce moment où tu essaies de distribuer le film et qu'il y a zéro sélection, c'est ce que tu dis là. Comment tu l'as vécu, ça? Et comment on arrive à se relever? Je dis on et je m'inclus dedans parce que c'est assez fréquent justement ce parcours-là où tu fais un premier film qui est souvent, enfin parfois pas mal, et malheureusement il a zéro sélection parce que le monde des festivals de court-métrage, ça reste quand même quelque chose d'assez compliqué. Ouais. Et écoute, je pense qu'à la fois t'es en mode putain, mais ils ont rien compris. Ils ont rien compris. Ils comprendront. Trop tard, c'est pas grave. Et en réalité, je pense que ça a été un meilleur tremplin pour me dire, allez, j'en fais un direct, tu vois. Donc je l'ai pas du tout mal pris, tu vois. Genre, évidemment que t'es déçu, t'as envie que le film, tu vois, en plus t'as d'autres gens que tu connais, eux ils ont été pris dans d'autres sélections, tu dis putain, vas-y. Moi j'ai été laissé sur le bas-côté, tu vois, ça fait chier, quoi. Et du coup, mais je pense qu'au contraire, je me suis dit, mais allez, tu sais quoi, c'est pas grave, t'en as rien à foutre. T'en refais un, et c'est parti, quoi. Et celui-là, ça va marcher. Si ça marche pas, là ça fait mal. Parce que si ton deuxième il va pas en festival, là, tu te dis, soit il y a un problème, soit il me déteste, soit je suis sous une mauvaise étoile, soit je change de métier, soit je me casse, je sais pas, tu vois. Mais si par contre, si le deuxième fonctionne pas, ça va faire mal. Le deuxième, j'ai été pris à côté court, tu vois. Et en vrai, ils m'ont sauvé, tu vois. Genre, ça a un peu changé. Je sais pas, ça a pas changé ma vie, tu vois. Mais ça a changé un peu. La perception que tu as avec toi-même. Déjà, et même au-delà de ça, c'est ma visibilité, tu vois. Et c'est hyper important d'être visible. Et encore, je suis même pas visible, tu vois. Mais
En tout cas, ça a eu un écho. Hmm. Et ça m'a ouvert une porte, tu vois. Avant justement qu'on revienne à cette sélection de côté court dont j'avais prévu qu'on parle, euh, je voulais revenir sur quelque chose que tu n'as pas dit depuis tout à l'heure et qui m'interpelle beaucoup comparé à d'autres, c'est que tu n'as pas du tout cherché une production Non. pour ce premier film. Ah ouais. Ouais. Ça, c'est quand même un geste assez qui n'est pas anodin, tu vois. Ouais, C'est-à-dire que tu as tout de suite souhaité te lancer dans toi-même là-dedans. C'est marrant que tu me dises comme ça et tout, mais c'est vrai qu'en fait, pour être honnête, moi je pensais que ça allait être un frein, la production. Hmm. Je pensais que ça allait être des gens qui allaient me dire, écoute, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Moi j'étais en mode, tu vois, un peu punk, un peu en mode, Hmm. en fait les gars, je fais ce que je veux, tu vois. On fait des courts-métrages. Là c'est petit, genre, j'ai pas envie qu'il y ait quelqu'un qui en plus me dise ce que je dois faire pour un truc tout petit, tu vois. Et pour le coup, faut dire, Alcool, tu vois, c'était quand même mon histoire, et ça a un peu exorcisé Hmm. mon adolescence, et ça a changé un peu, tu vois. Les films qu'on fait et les films qu'on voit, ils peuvent nous changer, tu vois. Là, effectivement, ça a été le cas. Hmm. Et franchement, grâce au cinéma, je me dis que je vais mieux. Et pour Fortune, du coup, puisque je rappelle qu'on parle surtout, qu'on va surtout parler de ce film-là, puisque l'intérêt, c'est toujours que les gens puissent retrouver le film, à savoir que Fortune, d'ailleurs, est disponible sur la plateforme Bref Cinéma. On aura l'occasion de reparler justement de la question de la distribution. Donc effectivement, il y a entre guillemets, comme tu l'as appelé, cet échec avec ces non-sélections de Alcool, et tu pars sur l'idée de faire Fortune. C'est quoi déjà le premier élément déclencheur, ce qui fait que tu t'es dit, tiens, je vais faire ce film-là? Alors, écoute, en fait, il y en a plusieurs. J'ai revu des photos, tu vois. Moi, j'archive beaucoup mes photos et je les regarde. C'est un peu le côté nostalgique, je pense. Et puis même... Des photos que tu fais de manière privée pour toi. Ouais, pour moi, ouais. Et là, je me rappelle, c'était pendant j'étais avec un collègue pendant l'écriture du mémoire, tu vois, on s'était motivés tous les deux à le rendre en avril et pas en septembre. Et je me rappelle avoir pris une photo des quais, tu vois, que tu vois au début du film de Fortune. Et je me dis, putain, mais en vrai, je pourrais faire un film d'été que sur les quais, tu vois. Mais pas cliché, tu vois. J'ai pas envie de faire un truc cliché parisien. Et je suis parti de là et je me suis dit, mais en fait, ça pourrait être super drôle. Aussi, en fait, c'est un gars, il supporte plus la chaleur et déjà, il se baigne dans la Seine et en plus, il est un peu déconnecté de toute convention sociale et il va se balader en slip, tu vois. Et les gens, ça les fait sourire, tu vois. Et je me dis, moi, j'ai un peu lancé ça comme ça. Mais en vrai, si je l'écrivais, tu vois, ça peut être drôle. Et au pire, on verra bien, tu vois. Mais en tout cas, j'ai envie de faire ce film cet été, tu vois. Et donc là, on doit être en, je sais pas, mars 2023 et je me lance plus ou moins là-dessus. Je suis premier assistant sur un tournage et je me dis putain, ça fait du bien quand même les tournages, tu vois. Genre, c'est pour ça que j'ai envie de faire des films quand même aussi. Et donc là me vient l'idée, là, je vais sauter peut-être tes questions que tu voulais poser, mais me vient l'idée de faire Fortune, qui à l'époque s'appelait Scène d'une vie fortunée. Mmh. Et je me dis, si ce mec se travaille en slip à Paris, l'été, on tournera en août, et qui se baigne dans la Seine, tu vois, peu d'acteurs vont accepter de le faire, voire zéro, ou alors on va me poser un lapin au dernier moment. Moi, je suis un peu excité à l'idée de tourner dans un film. Pourquoi pas dans le mien? Donc, en fait, très vite, j'ai pensé à faire ce film. J'ai écrit pour moi. Et surtout, je me suis dit, bon, bah alors à ce moment-là, il faut commencer la transformation. Donc, dès mars, tu vois, j'ai commencé à laisser pousser ma barbe jusqu'à août. Pareil pour les cheveux, qu'après, j'ai même pas lavé et tout. Voilà. Au tout début, je voulais faire une comédie ultra burlesque, tu vois. Que ça. En fait, c'est trop dur, tu vois. Mais vraiment, je voulais faire que ça. Et donc, dans l'écriture de Fortune aussi, Stéphane Delangue, qui était rédacteur en chef des Cahiers du cinéma, qui depuis les a quittés depuis toute l'affaire, tu vois, du rachat, tu vois, et même de la presse de manière générale, tous les gros rachètent. Donc, eux, ils sont partis, de manière claire. Et Stéphane, du coup, on a continué d'être en contact, et aujourd'hui, on est à fond, on est super proches. Et donc, en fait, très vite, je lui ai proposé de regarder une première version de Scène d'une vie de fortune. Scène d'une vie fortune. Donc de lire, c'est ça, De on est lire. d'accord, ouais, d'accord. Et au final, très vite, il est devenu consultant. Tu vois. Ça lui a plu, cette idée, ce film. Et donc, voilà, ça va répondre à ta question, mais c'est que, tu vois, peut-être que moi, j'étais encore dans les fioritures de... tu vois, peut-être pas les fioritures, mais j'étais peut-être encore trop dans le côté kéchiche, cassavette, où tout devait faire un tout, tu vois. Et donc, je voulais toujours tout écrire, et pour moi, toujours tout était dans le mouvement, tu vois. Et je pense qu'avec Stéphane, ce que j'ai appris, c'était que le cinéma, évidemment, c'est du montage, mais même au-delà du montage, c'est que tu peux passer
d'un endroit à un autre, tu vois, et d'être plus efficace, tu vois. Donc Stéphane, il m'a apporté ça, tu vois. Dès que je voulais allonger certaines choses ou rajouter, j'ai dit non, c'est un court-métrage, va droit au but. Bah, mon rapport à l'écriture, il était il était genre vraiment mais zéro quand j'étais à la fac. Hmm. Et j'étais en mode, mais vas-y, mais moi je fais des films en fait, je fais des images, j'écris pas, tu vois, c'est complètement con. Euh, J'étais un peu insolent, hein. Voilà, je préfère le dire et tout. J'étais un peu insolent, je sais parfois être un peu. On l'a marre. tous été, je pense. On l'a tous été. Il faut l'être, je pense. Je pense que c'est important, ouais. Et du coup, c'est vrai que, en fait, c'est marrant parce que souvent les gens ils font ah, on a l'impression que ouais, ça a l'air d'être très improvisé, ça a l'air de pas vraiment être écrit et tout, tu vois. Moi, ça me va très bien, tu vois. Je m'en fous. Moi, je suis pas du tout fervent défenseur du scénario. Au contraire. En revanche, je pense qu'il faut toujours avoir une structure et quelque chose d'assez affirmé à l'écriture pour se permettre des ouvertures. Et je te dis ça, tous les films que j'ai faits, tu regardes le scénario, tu regardes le film, il n'y a pas de grande différence. Et moi, je trouve le plus grand plaisir au premier jet de scénario, en mode quand tu as l'idée, tu la déploies un peu, tu vois. Premier jet. Genre, t'écris. Ah, ça pourrait être bien et tout. Tu sais que tout va pas être bien, tu vois. Et après, plus tu rentres dans les détails, c'est toujours plus intéressant, mais c'est un peu moins excitant parce qu'au fur et à mesure, tu relis 14 000 fois ton truc, tu vois. Après, il y a le tournage. C'est stressant et en même temps, c'est hyper excitant. Et après, il y a le montage. Moi, j'adore le montage. Donc le casting, ça a été, j'imagine, assez vite, puisque déjà, tu avais le rôle principal. Tu nous as expliqué aussi comment tu l'avais un peu... c'est quelque chose qui était déjà présent dès l'écriture, le fait que tu allais tourner. Mais il y avait d'autres rôles. Et comment tu as fait pour la distribution, pour le casting? Est-ce que tu as fait passer des auditions? Est-ce que c'était des comédiens que tu connaissais déjà? Comment ça s'est déroulé? Jamais fait passer d'audition de ma life. Je sais pas pourquoi je me rapproche comme ça. D'ailleurs, ma productrice, là, pour le prochain, elle veut qu'on fasse passer des auditions. Moi, c'est des choses que... En fait, j'aime pas cet exercice, tu vois. Genre, je l'ai jamais fait hein, en tant qu'acteur ou quoi, mais... en plus, j'ai été acteur qu'une fois, bref. Ouais, et du coup, non, mais moi, le processus de casting, là, je sais pas, d'audition, je sais pas quoi, là, moi, en fait, ça m'angoisse, tu vois. Et je sais que les gens vont me dire, oui, mais c'est un truc hyper important. Voilà, moi, je suis persuadé que pour l'instant, ça me plaît pas, tu vois. Je sais pas. Bon, bref. Et du coup, Thomas Ducasse qui joue en le premier, l'ami 1, qui s'appelait l'ami 1 dans le scénario, qui n'a pas de prénom, personne de prénom en fait dans le film, à part Ruben. Lui joue dans plein de courts-métrages et je l'ai vu dans un court-métrage d'un ami et je me suis dit, il a quand même un truc ce mec, tu vois. Et je l'avais déjà rencontré sur un autre tournage une fois vite fait, il était ultra étrange. Après, je l'avais revu par hasard dans la rue, tu vois, à une manif. Mais il n'était pas à la manif encore, il revenait d'un week-end ou je sais pas quoi. Et je me dis, mais ce mec, déjà, on se suit un peu, tu vois, on se rentre dedans à chaque fois. Il est trop bizarre, j'aime bien les gens bizarres. Et il est bon acteur. Donc je lui propose. Il dit oui direct. D'ailleurs, grâce à lui, Thomas Ducasse, tu vois, il m'a permis de répéter mon texte et il m'a donné aussi confiance, tu vois. Il m'a donné quelques techniques. Donc il a vraiment été génial. Il est hyper généreux quand il accepte un film. Et en plus, il est attentif, il est à l'écoute, tu vois. Génial, meilleur partenaire. Ensuite, Hugo Béard, qui joue aussi Alcool, qui joue le SDF dans Alcool, l'a rejoint SDF, tu vois. Okay. Et donc lui, j'avais absolument envie de le caster. Lui a joué dans un film de Larry Clark qui s'appelle The Smell of Us. D'accord. C'est comme ça que je l'avais rencontré. Je l'avais rencontré par hasard dans un squat, que je l'ai fait jouer dans Alcool, que je l'ai fait jouer dans Fortune. Il joue pas dans le dernier, il jouera peut-être dans le prochain. Et Marie Espinosa, la pêcheuse, elle, c'est marrant, mais c'est qu'en fait, j'ai acheté une platine vinyle. Tu vois, tout ça, en fait, c'est organique, c'est la vie, tu vois. C'est ça qu'il faut. C'est des rencontres. Et c'est ça aussi qui est dit dans le film, et ce qui recoule aussi dans ma vie, tu vois. Mais c'est que je suis allé chercher une platine vinyle chez un gars, et il y a cette meuf qui est arrivée un peu par hasard, comme ça, qui avait acheté plein de livres, tu vois, et en plus, elle était... Du coup, nous, je sais plus, après je crois que j'étais sorti avec ce mec, je te raconte des détails parce que c'est toujours drôle. Mais en fait, elle avait laissé les livres quand on est rentré, on avait vu des livres au bord de la fête. Je me suis dit, putain, mais ils sont incroyables ces livres, qui laissent des livres comme ça. Et en fait, quand elle est revenue, et bah, elle a dit, ah non, mais c'est à moi, j'ai acheté sur les quais, tu vois. Ils sont géniaux, regarde ça et tout. Et elle avait une énergie, encore une fois, trop bizarre. Tu vois. Moi, j'aime bien que les fous, tu vois. Fous un peu chelou. Je me dis, c'est intéressant. Et on discute et tout. Elle dit, ah, mais tu fais du cinéma? Je dis, bah ouais, en tout cas, je fais des films. Tu vois. Elle dit, ah, bah tiens, prends ma carte. Moi, je suis chanteuse, j'ai fait des films, mais maintenant, je me consacre à la musique. Voilà, bah, le casting, il est bon. Sauf qu'à chaque fois, ce qu'il faut dire, c'est que quand t'es pas avec des acteurs professionnels et qu'en plus c'est toi le producteur, t'es jamais à l'abri que le mec te dise, ah putain, mais désolé, en fait, je pourrais pas venir. Ou alors. C'est exact. Enfin, c'est l'une des questions sur lesquelles j'allais venir, mais ouais, tout à fait. Voilà.
c'est un peu toujours stressant en fait. Tout ça sans filet, tu sais, quand t'es au producteur tout seul et que toi-même t'as pas envie de créer quelque chose de trop formel et trop professionnel, tu laisses les choses filer, t'as pas envie de fliquer les gens, mais un peu en toi, tu flippes, tu te dis, putain, mais imagine le mec qui vient pas. Et C'était déjà arrivé d'ailleurs. Et c'est arrivé sur ce film-là, pour un tout petit rôle, le serveur D'accord. dans Fortune. Ah oui, le premier, dans le premier bar où vous allez, quoi, quand vous voulez Ouais. absolument boire un café, que vous comprenez pas pourquoi. Ouais. Exactement. Et en fait, et c'est l'ingénieur du son qui avait déjà dans les films, et ça lui plaît de jouer dans les films, qui a dû prendre du coup le rôle du serveur. Tu vois. Ça D'accord. n'aurait pas été la même chose. Tu vois. Mais du coup, ce mec-là, en fait, il est pas venu. C'est ça qui est très 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 difficile en autoproduction, c'est que tu es en permanence face justement à ces contraintes-là. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a à un moment atteint pendant le tournage ou pas? Qui t'a un peu, Non. qui t'a enlevé la joie qu'on peut Non. ressentir? Non, non. Avant le tournage, ouais. J'ai cru que le film allait pas se faire, tu vois. Hmm. Je me dis, mais en fait, ça va être impossible. Déjà, il fait pas beau. On va peut-être se faire arrêter au bout d'une journée. Et que comment je fais, tu vois. Enfin, j'ai essayé de mener à bout cette aventure, de lever une équipe et tout, tu vois. Et c'était plutôt à la préparation, en fait. En fait, dès que le tournage il est lancé, je sais pas si toi ça se fait cet effet-là. Déjà, ça va super vite. Mais moi, je me sens comme un surfeur sur sa vague, tu vois. Hmm. Donc en vrai, ça va. Je suis assez rassuré quand je suis sur un tournage. L'activité justement d'être producteur par intérim quand on fait de l'autoproduction, c'est aussi faire face aux risques en fait que normalement le producteur prend pour toi. C'est-à-dire les risques assurantiels, toute la partie entre guillemets RH, même quand c'est bénévole. C'est-à-dire que il faut quand même assumer le fait que c'est gratuit et les gens parfois te le reprochent et Faut sentir, ouais. ou te le font sentir exactement. Et en fait, ma question qui devance plein d'autres, c'est voilà comment on arrive, hein, comment toi tu disais que c'était une espèce voilà de vague que tu arrivais à saisir, mais concrètement voilà comment tu as fait face à ces difficultés là, tu vois. Est-ce que déjà tu en as eu beaucoup? Est-ce que comment on fait pour garder la joie de faire un film avec les contraintes d'autoproduction? C'est une bonne question. En fait, tu te dis, mec, t'es libre. Hmm. C'est trop bien. En fait, personne ne peut te faire chier là, si c'est que toi. Et tu pourras en vouloir qu'à toi-même. Et genre, ça y est, t'y es. Tu le rêvais plus ou moins de faire ce film. Tu vois, accueille toutes les choses, tu vois. C'est sûr que dès qu'il y aura une merde, ça sera de ta faute. Tu prendras pour toi, tu vois. Donc, je pense qu'il faut assez relativiser de manière générale dans la vie. Mais je comprends très bien en fait tout ce que tu es en train de me dire. Et en même temps, vraiment, alors que le film a été une grosse galère à préparer et à se faire, tu vois, toujours. Mais au final, tu vois, dans l'ensemble, si je dois revenir sur cette aventure, j'ai pas eu de galère, tu vois. En vérité. Moi, la seule chose que je me disais, c'était juste d'être à la fois producteur, réalisateur et acteur. Et c'est juste le matin, quand je me réveillais, je me disais, putain, mec, là, si tu sors pas de ton lit, il n'y a pas le film, tu vois. Donc, en fait, ma première motivation, c'était de me lever et de me dire, mec, c'était le moteur du truc. Si tu penses à plein de trucs, ça se fera pas. Et je pense que, du coup, j'essaie de donner la meilleure énergie. Et ils voyaient quand même que, tu vois, ce qui est très drôle, c'est que premier jour du tournage, on commence du coup plus ou moins de manière chronologique. Donc, en tout cas, premier jour du tournage, premier plan du film, quand je ressors de l'eau. Il faut dire que là, j'ai demandé aux gens de venir à 7h du matin, tu vois. On était en août, mais il faisait froid, en fait. Il y avait des nuages, tu vois. Moi, j'attendais le soleil et tout, tu vois. Et là, tu vois, bon, je vois qu'en fait, toi, t'es sur le tournage, tout le monde en mode bon, il se prépare un peu, s'échauffe, mais il se passe rien encore. Et c'est vrai que moi, je regarde le truc, je fais putain, mais mec, c'est toi le producteur, c'est toi le réalisateur, faut qu'il se passe un truc là. Même s'il n'y a pas de soleil, là, il faut que tu te mettes à l'eau, tu vois. Donc, je pense que ça a joué. Mais voilà, le réal producteur se met à Walp en caleçon et saute dans la scène. L'équipe, elle te voit, je peux te dire qu'elle est un peu en mode ok, d'accord, le mec, il a des couilles. Ok, le truc, ok, ça se lance. Et au final, chose de fou, le soleil arrive. Tu vois. Donc là, on la tourne. Et finalement, mon chef-op me dit non, mais j'ai pas tourné là. J'étais en mode putain, c'est quoi ce délire là? C'est hyper frustrant. Mais au final, tu vois, franchement, pour répondre à ta question, et moi je pense qu'il faut fonctionner comme ça. Mais c'est du coup, et c'est aussi, j'essaie de me dépatouiller de tout ce côté un peu professionnel. Mais en tout cas, les gens sont là, ils sont motivés, ils voient que je suis motivé. Je sais pas s'ils savent ce que le film, ce que ça va donner, tu vois. Mais en tout cas, tu sais que s'ils sont là, et parce qu'en plus on est une petite équipe,
et qu'on fonctionne ensemble de manière organique, mais les choses elles vont bien se passer. Et le but, c'est de leur donner la meilleure énergie pour que les gens tous les jours se disent ah, ok, là, le mec va aller jusqu'au bout, il est déter. Moi, je pense que c'est ça le truc. Donc, au final, je vais pas penser à qu'est-ce qui va se passer comme accident. Ça peut arriver, mais j'y pense pas, tu vois. Et j'avais un bon régisseur général. Ah, ça c'est pareil, c'est un sacré argument justement pour un tournage en sécu. Euh, L'une des premières questions que je me suis posée, surtout en voyant Fortune et puis en faisant quelques petites recherches sur toi, j'ai l'impression que voilà, il y a vraiment un souci du cadrage. Ça rejoint même ce que tu me disais sur tes études, sur le sens du découpage, etc., que tu as essayé de développer. Et de passer justement de derrière la caméra à devant la caméra sur un film comme ça, tout en n'ayant jamais joué, comment voilà, tu as mis au moins un dispositif, comment tu as mis au point un dispositif pour arriver à faire les deux, quoi. Pour allier ton envie de cinéma avec cette envie justement d'être aussi devant la caméra. Bah, du coup, comme c'était un bon chef-op qui m'a poussé à faire des choix sur le découpage, tu vois, et heureusement. En amont du tournage. En amont du tournage, et après on a redécoupé un peu parfois, tu vois. Mais ouais, mais on n'a pas tant travaillé avec ça, mais en tout cas on a apprécié certaines choses. Et puis autre chose aussi, c'est que du coup, et ça je l'ai volé parce que j'étais sur le film de Maïwenn juste avant. En fait, c'est ça le truc. Lequel ? Sur Jeanne du Barry. D'accord. En fait, c'était l'année d'avant, je crois. Non, c'était l'année d'avant, mais bon, bref. Et elle, tu vois, elle joue dans ces films aussi, et elle pour ce film-là, en tout cas, elle avait une doublure. Et donc, moi, j'ai demandé à mon pote d'être doublure. Parce que c'est vrai que du coup, d'être devant, derrière, c'est galère, toi, de revenir. Alors qu'en fait, si t'as quelqu'un comme Silhouette qui fait plus ou moins la même taille que moi, que l'acteur, et bah, tu vois, tu peux regarder dans l'écran, et donc tu peux déjà dire à ton chef, ah, tu vois, là, tu me remontes la caméra. Donc, la doublure, elle m'a pas mal aidé, ouais. Moi, l'une des questions que j'allais te poser, qu'on a évoqué pour Alcom et qu'on n'a pas évoqué pour Fortune, sauf si je me trompe, comment tu as fait pour constituer ton équipe ? Et bah, du coup, Alcool, j'avais vraiment personne de professionnel. C'était des potes, vraiment. Un peu, mais vraiment aussi en mode très grande légèreté documentaire, tu vois. On bougeait la caméra, on pouvait tourner où on voulait, tu vois. Donc là, plus restreint et plus professionnel. Donc le chef opérateur, donc j'avais jamais travaillé avec un chef opérateur. Je l'ai rencontré sur le film de Jeanne du Barry. D'accord. Et quand on s'est revu à la projection d'équipe, je lui ai dit que j'étais en train d'écrire un film et que je le préparais. Il m'a dit, tu cherches un chef opérateur ? Je dis, ouais. Ensuite, le son, j'avais un pote que j'avais rencontré sur un film qui faisait le son, mais il était tout seul, il n'y avait pas de boomer, il n'y avait pas de perchman. Donc au final, il a pris le son, en plus j'avais pas de HF, un peu une galère. Donc du coup, il a pris le son directement, quoi. Il était tout seul au son. Il était tout seul au son. Okay. Après, du coup, il y avait régisseur, j'ai trouvé sur Jeanne du Barry aussi, de Maïwenn. Génial, heureusement qu'il était là. Vraiment, il a sauvé le truc, il avait déjà un peu une petite bijoute. Donc on a tout fait qu'en voiture, hein, tu vois, il y avait que une petite voiture, donc tout était à rabord à chaque fois, le soir même pour les remballes. Et tous ces gens-là ont accepté de venir gratuitement. Tous ces gens-là ont accepté de venir gratuitement, ouais. Et donc voilà, et après il y avait une première assistante que j'ai rencontrée que j'ai trouvée finalement sur Cinéas.org. Après elle m'a trouvé aussi une maquilleuse. Parce que moi au début j'étais en mode on s'en fout, les rougeurs je les ferai à la va-vite. Elle fait non, c'est mieux que tu trouves une maquilleuse. Moi j'en connais une. Et au final, tu vois, il n'y a pas de machinot, il n'y a pas d'électro. Quelles étaient les plus grosses contraintes logistiques pour ton tournage ? Déjà, ça a duré combien de jours ? Tu me l'as pas dit, ça, je crois encore. Ouais, je te l'ai pas dit encore. Tu m'as dit 5 jours pour alcool, enfin 8 pour alcool. 8 nuits pour alcool, c'est ça. Ouais. On a fait 5 jours et demi de prise de vue et on a fait une demi-journée de documentaire. Donc au total ? Donc 6 jours. 6 jours au total. Et tes contraintes logistiques, avant qu'on en arrive à parler du maillot de bain, tout ça, c'était quoi tes contraintes logistiques ? Parce que déjà, tu nous disais, déjà tu nous disais que vous avez qu'une petite voiture, voilà, comment t'organisais tout ça ? Petite voiture, après, l'avantage, c'est que en vrai, tous les décors étaient plus ou moins à côté. C'est pas totalement vrai, hein, c'est pas la porte d'à côté, mais à pied, ça se faisait, tu vois. Donc la voiture peut suivre. Après, tu connais, à Paris, c'est toujours une galère de se garer. Donc, des fois, tu te gares dans un endroit, en fait, je sais pas, en plus, à un moment donné, c'était en travaux, mais c'était pas clair. Ou alors sur une livraison. Bon, la voiture n'a pas été embarquée. Elle est toujours arrivée à bon port, le matin et le soir, elle repartait aussi. J'ai eu peur, mais c'est quand on tourne la scène avec la pêcheuse. On est sur les quais. Moi, je dois aller à l'eau. J'y vais.
Et là, t'as les mecs avec leur overboard ou je sais pas quoi, là, qui vont à fond. Moi, je remonte, tu vois, en flippant, en me disant, putain, mais imagine, ils me voient, la scène, elle est niquée, on n'a pas la totalité des plans. Au final, ils ont rien vu. Mais là, il y a une autre voiture de flic qui arrive sur les quais, même, tu vois. Je me dis, oh putain. Je me dis, c'est pas grave, il faut le faire et tout. Donc, je me remets dans l'eau. Et au final, les flics, ils nous ont même pas fait chier. Et pareil pour tout le tournage. Vu qu'on était en longue focale, tu vois, on est plus ou moins un peu préservé, quoi. Donc, et vu qu'on est une petite équipe, qu'il n'y a pas de machinerie, tu vois, c'est ça en fait le truc, c'est qu'on est vraiment en mode documentaire. Donc au final, on ne peut pas avoir vraiment de vrais problèmes logistiques. Tu vois, j'ai écrit merci à mon équipe pour ce tournage guérilla, tu vois. Côté guérilla, pour leur expliquer, tu vois, c'est faire des films vraiment de manière pirate, dans la rue, sans autorisation, sans argent, tu vois. Et ça, il faut leur expliquer dès le début, tu vois, aux gens quand même. Il faut leur dire, ça va pas être de tout repos. Il n'y aura jamais vraiment de moment de calme, de pause, tu vois. En tout cas, on sera toujours dans l'énergie de la ville et toujours dans l'énergie du personnage, tu vois. Donc c'est un truc très organique et ça, il faut leur expliquer aux gens. Donc moi, très clairement, moi, je leur dis très clairement dès le début, tu vois. Souvent, ils me disent « Ok, non, mais moi, je suis trop chaud et tout, je suis trop envie de faire. » Bon, bah, ok, trop bien. Et jusque-là, j'ai pas eu tu vois, de gens qui ont pété un câble en disant oh, « Non, en fait, je peux pas et tout, tu vois. » Les gens étaient fatigués, mais ils ont tenu. C'est le plus important parce qu'en fait, de ce que tu dis, c'est surtout que tu arrives à communiquer avec eux, quoi, établir Ouais. un lien. Et ça, j'essaie d'apprendre de ouais. plus en plus, tu vois. Que ça soit mon expérience sur les tournages, sur les gros tournages, hein, quand, tu vois, je fais la déco, et sur les miens. De fou, c'est le plus important. En vrai, c'est un travail d'équipe de dingue, le cinéma. Tu peux pas. C'est un fantasme, ou c'est même pas un fantasme, c'est une sorte de cliché, le réal tout seul dans son coin, torturé et tout. Non, à un moment donné, il faut parler. Il faut donner, en fait, il faut être généreux. Tout à fait, comme le cliché du réal kubrickien qui sait tout sur tout, Voilà. ultra capricieux et à qui tout le monde cède par son charisme et à sa connaissance. Mais au final, c'est parce que les gens, ils étaient déjà fascinés par lui. Et en fait, tu regardes, il a plein de chefs de poste qui sont les mêmes. Et puis c'est un gars que je pense, au final, qui était assez calme. Et il savait où il allait, tu vois aussi. C'est ça aussi, c'est de mener un bateau. Tu peux être parfois colérique, mais au moins si les gens voient, si tu vas vers quelque chose, et que ce que tu fais, c'est important. Alors, important, je sais pas, mais c'est de l'ordre de la communication aussi. Mais par contre, ne pas parler, être dans son coin, ah, je peux pas vous expliquer. Non, tu vois, tu peux pas, c'est pas possible. Quand on veut à un moment que le film aille en festival, souvent on a tendance à mettre beaucoup d'argent dans la caméra et les optiques. Et donc du coup, je me demandais quelle était... quelle caméra vous aviez choisi, quelles optiques, et comment vous avez réussi à négocier ça budgétairement pour que ça passe, quoi, pour pas que ça soit... Bah, la caméra, du coup, c'est ma Blackmagic que j'avais achetée pendant le Covid. 6K ou 4K 4K. 4K, d'accord. Moi, j'ai la 6K, donc... Moi, c'est 4 tiers. Là. Tu l'as toujours? Tu l'utilises toujours? Non, je l'utilise plus vraiment. Quoi, moi, je voulais l'utiliser pour le dernier, et mon chef-op, il voulait un full frame, sensible et tout, parce qu'il y avait des scènes de nuit, et je pense qu'il a eu raison. Mais du coup, non, je l'utilise plus assez, et en vrai, c'est dommage, parce qu'après, c'est un peu une caméra qui, au final, il faut vraiment la... C'est pas comme ce petit boîtier et tout, tu vois. Il faut quand même vraiment la... Comment dire? Il faut vraiment l'accessoiriser, tu vois. Au final, ça devient une vraie caméra. Mais c'est comme ça, c'est pas mal le grand écran, mais ça bouffe toute la batterie. Elle est nulle, le niveau de la batterie. Donc, bref, mais ça fait une très belle image. Moi, j'étais très content. Et donc, cette caméra, la 4K, là, avec Blackmagic, je l'ai utilisée pour Alcool et je l'ai utilisée pour Fortune. Et à chaque fois, moi, j'aime pas du tout le piqué hyper, tu vois, une définition de l'image trop propre, trop lisse et tout. Moi, j'aime bien casser ça. Et du coup, sur Alcool, c'était des focales fixes. Donc, tu vois, vraiment, je sais pas, il y avait du 25, du 50. On avait beaucoup utilisé aussi du 100 et du 150. D'appareils photo qui étaient crantés pour le cinéma, tu vois. Parce que c'est un pote qui s'y connaissait de ouf et qui les utilisait. Et pour Fortune, on a utilisé un zoom. Alors, je sais pas si c'était un zoom ingénieux ou pas. Vous l'avez loué? On l'a loué chez Buffalo. Chez Buffalo, Buffalo Corp. Buffalo, ouais. Et du coup, bon, au final, à cause de l'adaptateur sur la Blackmagic, parce que c'était un truc de cinéma, et moi j'avais déjà un adaptateur, on a dû mettre un deuxième adaptateur. En fait, le truc était trop lourd et il pouvait pas aller jusqu'au minimum, tu vois. Donc on a eu des grosses galères. Donc c'est pour ça qu'au final, on est resté aussi beaucoup en longue focale, parce que dès que je dépassais à 50, c'était flou. Donc j'aurais voulu faire des plans un peu plus courts parfois. Mais voilà, c'est la vie. Et du coup, Buffalo, j'ai dû négocier. J'ai dit, bah, j'ai pas d'argent, vas-y. Déjà, je commençais à faire des devis pour chez Puzzle, chez TSF, je sais pas qui, les autres là. Et c'est trop cher.
Donc Buffalo, c'est le dernier où ils sont moins chers, mais ça m'a quand même coûté, je pense, 1000 balles, tu vois. 1000 euros la location de l'objectif. De objectifs et qu'est-ce qu'on a acheté d'autre? Les écrans Ouais, ok. et tu vois, des trucs là. Je trouve qu'il y a un look très très particulier dans le film. Ça, c'est un truc que ton chef-op a construit tout seul ou vous l'avez construit à deux? Non, moi je lui ai dit dès le début, je lui ai dit en vrai, moi j'ai envie de faire des zooms. J'adore ça. Ouais. Il faut des zooms. Et moi j'aime pas l'image trop lisse et tout. Et en plus, de toute façon, à l'étalo, je vais encore plus appuyer, tu vois, ce côté granuleux et tout, je sais pas quoi. Parce qu'en fait, ce qui est très drôle, c'est que pour moi, en fait, alcool, dans cette trilogie, c'est. Alcool, j'ai mis une sorte de. Mais c'est une vraie émulsion, vraiment scannée et tout, donc c'est propre, hein, c'est pas juste un filtre. 16 mm. Fortune, c'est 35. Et le pont du vaisseau, 70. Bon, ça, c'est les petits détails. Mais moi, j'y pense et ça me fait kiffer de voir si ça fonctionne. Ça fonctionne plus ou moins. Mais non, le look, en vrai, je te dis, moi, je pense que dans le découpage, j'aurais préféré que parfois j'ai des plans un peu plus aérés, tu vois, et plus courts. Donc, 50, c'est un peu équivalent de l'œil, tu vois. Tu le sais, mais je dis pour les... Non, mais t'as raison, t'as tout à fait raison. Et au final, on a eu ce problème-là de cette caméra qui n'est pas forcément en fait, faite pour un... Parce que le zoom était gros hein, et lourd. Donc et en plus, il faut savoir aussi que quand tu mets un adaptateur, ça double ta focale. Donc tu vois, je crois que ça devait être un 25 200. Au final, c'est pas devenu un 400, mais donc c'était un 50, donc on pouvait jamais aller à 50 parce que sinon ça faisait pas le point. Donc on était souvent à 70 en fait, c'est ça le truc. Donc la focale minimum c'est 70 jusqu'à 250, un truc comme ça. Et mais voilà, vraiment le l'aide que j'ai eu et la confiance qu'il m'a donnée et la rigueur, le chef-op, c'est de vraiment mieux découper, de préciser les axes. Après, au fur et à mesure, tu vois, moi, c'est moi qui dérushais parce que l'assistant caméra, il voulait pas le faire et tout. Donc, c'est moi qui dérushais et je prenais les styles de toutes nos images et après, je regardais, je disais à mon chef-op, mais tu vois, là, pendant toutes les scènes, à chaque fois, j'aime bien les two-shots, donc c'est quand il y a deux personnages qui sont dans le champ. Mais en vrai, là, il faudrait des champs contre champs avec la pêcheuse, tu vois. Donc ça a fonctionné aussi comme ça un peu, encore une fois de manière organique, au fur et à mesure du tournage, là j'ai envie que ça change de langage, non pas de langage mais de grammaire, et qu'on se retrouve à isoler deux personnages, tu vois, dans la ville. Combien de temps a duré le montage et la post-production en fait de manière globale? Longtemps. Non, en vrai, ça a duré un peu longtemps quand même parce que... Donc moi, j'étais très attaché à l'idée de faire le montage de mon film, et c'est ce que j'ai fait aussi pour Alcool, Fortune et pour Le Pont du Vaisseau. Je le ferai plus maintenant, je pense. De plus en plus, je vais déléguer et avoir cette distance. Mais moi, j'avais à l'époque besoin encore de me dire non, je peux pas déléguer ça, c'est mon film, c'est mes rushs, j'ai besoin de les travailler, j'ai besoin de les revoir, j'ai besoin de choisir et tout. Donc le montage, c'est tout, j'adore ça. Et en même temps, au début, c'est cool, tu as plein d'options. Et au final, très vite après, je dis putain, mais je me suis mis dans quoi? En fait, ça marche pas. Donc, ça prend du temps. Et surtout, tu le fais tout seul. Donc, je fais quand même des premières versions que j'envoie à des gens, ils me font leur retour. Mais Tu montes chez toi? Je monte chez moi, ouais, sur Première. Donc, en vrai, la post-prod, 3 mois, montage son, disons 2 semaines, 3 semaines, je sais pas, plus le montage, du coup, le post-synchro, bien 2 semaines. Les montages et mixage, après, ça dure pas trop longtemps. Une semaine, non, ça a duré 2 jours. Et étalonnage, ça a duré peut-être une semaine. Donc en gros, 4 mois, quoi. Non? J'imagine. 4 mois et demi, un truc comme ça. 4 mois et demi, ouais, pour l'ensemble de la post-production. Tout l'ensemble de la production. Okay. T'as financé comment tout ça? J'avais de l'argent. Tu vois, juste avant, j'avais fait un film où j'étais Reaper. Je gagnais bien ma vie, tu vois. Et donc en vrai, tout cet argent... que j'avais pas trop dépensé et que j'avais de l'argent de côté, je l'ai mis. Donc Fortune, ça m'a coûté genre 5 000 €. Mais ça va vite. Plus après, je compte aussi les envois en festival, tu vois, qui coûtent au moins 200-300 balles. J'allais t'en parler, justement. Dans les 5 000, il y a aussi la distrib. Et justement, donc ouais, effectivement, il y a la distribution du film. Comment ça s'est déroulé cet envoi? Donc c'est ultra chronophage d'envoyer. Ah oui. C'est vraiment un métier. C'est trop chiant. Il faut se faire des tableurs. À qui t'as envoyé, à quelle date, sur quel site. Il faut remettre des crédits pour tu vois, payer juste le fait de s'inscrire, plus payer le festival. Donc c'est ultra chronophage. Donc à un moment donné, j'ai fait ça pendant une semaine non-stop. Après, j'ai fait
tous les lundis, je faisais ça, tu vois. Je m'étais fixé une date. J'ai envoyé franchement à 30 festivals et le seul qui m'a pris, c'est côté court. Donc tu as envoyé vraiment 30 festivals et un seul du coup t'as pris, c'est ça? Ouais. Ouais. Que un seul, t'imagines? Ouais. C'est dur. Ouais. Déjà 1 sur 30, j'ai envie de te dire, 1 sur 30 c'est pas si mal. C'est pas mal, ouais. C'est vrai, peut-être. Mais peut-être que je sais plus que 30. Mais bon, en tout cas, ça dépassera pas les 50. Mais ouais, c'est vrai. Et du coup, fortune, compétition, autoproduction, compétition à côté court, truc de fou. Et grâce à ça, à côté court, il y a des gens qui viennent voir tes films. C'est quand même Paris, c'est quand même... Tu vois, le cinéma, c'est à Paris. Et là, il y a quand même toujours plein de monde à côté court, surtout en compétition. Ton film il passe 3 fois, dans une séance avec d'autres courts-métrages, tu vois. Donc il y a plein de gens de profils différents qui vont venir voir tes films. Et notamment soit des distributeurs, des exploitants, surtout des distributeurs et des producteurs. Et là, la chance que j'ai eue, c'est que Bref Cinéma, eux, ils m'ont... En fait, c'est eux qui m'ont, comment dire, Approché. ils m'ont approché, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui est sorti d'une salle, elle s'appelle Amélie, et elle travaille à Bref, et elle m'a dit, j'ai adoré ton film et tout, franchement c'est génial, je vais en reparler à mon équipe et tout. Et donc elle en a parlé à l'équipe de Bref, parce qu'elle est aussi à l'agence du court-métrage. Et là, moi j'avais pas vraiment eu de retour. J'ai eu des bons retours de la part de tout le monde, tu vois, dans le public, des amis et tout. En août, je reçois un message disant voilà, on a envie de faire un truc, table ronde, avec plusieurs cinéastes qui sont devant et derrière la caméra. Tu vois. Putain, un truc de fou, tu vois. Il y avait Paul Nouet, il y avait Garance Kim, et il y avait Hélène Rossler-Ruiz, tu vois. Donc, eux, ils avaient fait plus de courts-métrages que moi, et c'était plus identifié. Je me dis, putain, un truc de fou. Et celui qui modère cette conversation, c'était Bernard Payen. Et Bernard Payen, qui gère aujourd'hui le cinéma à la Cinémathèque. Tu vois. Et qui est trop sympa et qui aime trop aider les auteurs émergents et qui a beaucoup aimé Fortune. Et donc de là, en fait, j'ai rencontré Bernard. Bon, déjà, j'ai rencontré Christophe, qui du coup gère aussi, Christophe Chevillotte, qui gère la revue Bref et l'agence du court-métrage, qui m'a mis en lien avec Bernard. Bernard m'a proposé de faire peut-être une rétrospective, tu vois. C'était comme ça. Donc ça, c'était en octobre de l'année dernière, 1 an. Et au final, ça arrive là en novembre. Incroyable, tu vois. Entre-temps, j'ai eu un article du coup dans Bref Cinéma, parce que cette table ronde, elle a été mise sur papier. Après, j'ai fait quand même un ciné-club de Marc-Antoine Vaugeois qui m'a fait... qui a voulu que je participe à son ciné-club. Et ensuite... c'est tout en fait. Et ensuite, VOD sur Bref Cinéma. Ce qui est assez ouf. Et du coup, en fait, c'est des retombées qui t'ont aidé pour le film suivant ou pas du tout? Moi, je sais pas si ça m'a aidé, mais en tout cas, ça m'a donné encore plus confiance. Et je me dis, putain, ok, tu passes pas pour rien, et puis ça plaît aux gens, tu vois. Mais je pense pas que ça a forcément eu un impact sur le prochain, tu vois. Le prochain, côté court, en fait, côté court, c'était en juin, et le nouveau que j'ai fait là, on l'a tourné en juin. Donc ma productrice a découvert le film Fortune au moment où 3 jours après, on tournait Le Pont du Vaisseau, tu vois. Donc ça n'a pas forcément eu d'impact parce que c'était après tout ça. Mais ensuite, Le Pont du Vaisseau, vu que j'avais été quand même identifié à Côté Court, et Côté Court, ils sont plus ou moins fidèles, ils m'ont repris l'année d'après. On a eu un petit article dans le cahier du cinéma, on va avoir un article dans Bref, là. Et on a été pris du coup à un festival à New York qui s'appelle Downtown Film Festival. C'est dans le quartier de Manhattan à Tribeca. Où il y avait Abel Ferrara, Paul Schrader, tu vois, en vrai, c'était pas mal comme festival. Génial, c'était fou. Et ensuite, là, on est pris à Villeurbanne aussi. D'accord. Voilà. Et après, on a envoyé, et pour l'instant, on attend. On a été refusé à Cannes, on a été refusé à Belfort. J'attends Clermont-Ferrand, j'aimerais bien l'avoir. J'ai jamais eu. Voilà. J'allais terminer là-dessus. Est-ce que tu as d'autres projets là, en attente? J'ai d'autres projets, ouais. Tu parlais justement que tu commences à te confronter aux commissions. Voilà, ouais. Là, j'ai écrit un court-métrage avec un sujet plus social sur un étranger, vraiment. Un étranger dans l'espace Schengen. Il est roumain, il arrive en France. Parce que c'est un personnage que j'avais déjà écrit dans le précédent. Et j'ai voulu reprendre encore une fois un autre personnage et en faire une autre fiction. Donc là, j'ai envie de faire un film plus émotionnel, plus profond,
Donc c'est une sorte d'histoire d'amour. C'est pas une histoire d'histoire, c'est une histoire d'amour entre cet étranger qui a rencontré cette femme. On décrit pas la rencontre, ça arrive déjà, ils sont déjà ensemble, mais ils vivent dans sa colocation à elle. Donc c'est vraiment comment est-ce que l'espace intime est compromis quand on vit dans un espace partagé. Et en même temps, il y a la recherche d'appartements. Donc j'essaie de faire un film un peu contemporain sur aujourd'hui, mais essayer de garder un peu la gouaille de mes personnages et leur folie, tu vois. Et moi-même, ne pas essayer de faire un truc un peu trop classique. Mais j'ai écrit un film plus cadré, avec une structure un peu plus, tu vois, affirmée, avec des dialogues, un sujet un peu plus profond, plus dramatique, pour les commissions, soyons honnêtes. Et donc ça, on a envoyé en début septembre, on a des réponses en décembre. Toujours avec la même productrice. Ouais, Syndrome Film. Et ça, on va essayer de... Du coup, ça, moi, j'aimerais tourner en avril. Si on n'a pas l'argent, je sais pas. Mais j'ai quand même envie de tourner. Et là, ça fait 2 ans que j'écris un long-métrage, que j'écris avec Stéphane Delorme, donc l'ancien rédacteur des Cahiers du Cinéma. Voilà, j'écris avec un acteur en tête. Mais donc, ça fait quasiment 2 ans qu'on écrit ce film. Mais voilà, moi, il y a 3 mois où je vais en tournage, 3 mois. Donc, en vrai, bout à bout, on est déjà peut-être à 1 an. Mais c'est pas fini. Mais l'idée, ça serait de le tourner en 2027, ce qui est vraiment chaud. Peut-être 2028. Eh ben écoute, on te le souhaite. Merci. Merci beaucoup Robin d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions. Avec plaisir, merci beaucoup de m'avoir invité. Eh C'est ben, le premier podcast. Exactement, c'était ce premier épisode. Merci à vous tous de l'avoir suivi. On espère revenir très vite avec un nouvel invité qui nous parlera lui aussi d'un de ses courts-métrages. Merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast. Vous pouvez retrouver le film de Robin sur la plateforme Bref Cinéma et l'ensemble de ses films à la Cinémathèque le 17 novembre. Fortune sera aussi à retrouver sur la chaîne Vimeo de Robin Zimmer, lien en description.